des arbres et M. Brice Delagneau ne dira pas le contraire. Lui qui est environnementaliste, diplômé en comptabilité et aussi en gestion de l'environnement des ressources naturelles, célibataire, père d'un enfant, président de l'ONG Amistad, entendez par là Action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement. Alors pour revenir donc à votre histoire, il faut dire que vous avez eu un cursus, on dira, normal, et puis vous décidez de faire des études en comptabilité, vous vous en sortez avec un diplôme, et 2 ans plus tard, vous allez vous inscrire dans une école pour devenir environnementaliste. Donc, vous vous en sortez avec un diplôme de gestion de l'environnement des ressources naturelles. Et j'ai envie de dire, pourquoi ce revirement? Alors, merci beaucoup. Je pense que, comme tout jeune, hein, on a toujours des parents qui nous demandent de faire des études parce qu'on pourrait vous donner des opportunités. Et donc, moi, j'avais un tonton qui travaillait dans une grande entreprise qui voulait que je fasse la comptabilité. Bon, je suis allé, j'ai fait la comptabilité, mais après, ça n'a pas donné grand chose parce qu'après, lui-même, il s'est plus intéressé à la question. Et puis, dans mes campagnes de sensibilisation, j'avais déjà créé l'ONG en 2005. C'est là que j'ai rencontré un monsieur à qui je rends hommage, monsieur Memel Kakochal, qui a une école de formation en environnement. Et c'est là qu'il m'a dit, ce que tu fais, c'est intéressant, mais pour que tu sois sérieux, pour qu'on te prenne au sérieux, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu fasses une formation. Et il a permis que je m'inscrive gratuitement dans son école avec une bourse à 100%. Et puis voilà, donc 3 ans après, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai continué dans ma passion parce que quand vous êtes né au village, vous avez l'habitude d'attraper les petits animaux, d'aller au champ. Donc vous voyez déjà tout ce qui se passe au niveau donc, du village, de l'environnement. Et cette passion-là est restée. Et puis voilà, donc depuis 2005, j'ai commencé petit à petit. Et puis voilà, l'élément catalyseur, c'est à partir de 2013. Et là, je rends vraiment hommage à la RTI parce qu'en 2013, j'ai été contacté par l'équipe des Matins Bonheur avec Orokia, Sissoko, etc. Et j'ai commencé à faire des chroniques. Donc, j'ai commencé à parler d'environnement et vraiment, ça a commencé à intéresser les gens. C'est vrai, on finit la crise post-électorale. Les gens, ils cherchent à manger, à se reconstruire. Nous, on dit protéger l'environnement. Les gens, ils ne comprenaient rien. Mais petit à petit, ils ont commencé à être cristallisés sur les messages qu'on passait parce qu'on leur présentait la réalité. J'avais commencé à parler, par exemple, du fait qu'on coupait tous les arbres au plateau. Et on y reviendra, mais allons pas à pas, allons par étapes, s'il vous plaît. Alors, vous vous positionnez aujourd'hui comme un défenseur de l'environnement, mais en même temps, l'environnement, c'est quelque chose de très vaste. Oui. Alors, vous, votre domaine d'activité, il s'étend à quel niveau dans notre écosystème? Alors, dans l'environnement, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments au niveau marin, atmosphérique, terrestre, etc. Donc, moi, je me suis focalisé sur l'aspect forestier. Sur l'aspect forestier, pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'Africain est très proche de la forêt. L'Africain est très proche de la forêt. Et la deuxième raison, c'est que moi, dans mon village, il y avait une forêt sacrée dans laquelle donc, il y avait des masques qu'on entreposait. Et quelques années après, quand moi je suis reparti, ils ont loti tout l'espace. Et puis c'est fini. Ça a disparu. Donc je me suis dit, mais attends, il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, au-delà de cela, il faut savoir que les forêts régulent le cycle de vie. Donc, à partir des forêts, on a la photosynthèse, on a l'eau, la pluviométrie qui est régulée. Et donc, c'est un élément très, très important. On permet de maintenir l'écosystème en place. Donc, moi, je me suis dit, je rentre dedans et puis voilà, j'essaie de sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, à chaque occasion, je plante des arbres. À chaque occasion, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des grandes personnes, pour leur montrer la nécessité donc d'avoir une forêt, de protéger l'environnement, de protéger les écosystèmes, de protéger les animaux. Alors, vous nous dites que vous passez par des moyens de sensibilisation. Justement, vous allez nous parler certainement aussi de vos passages à Matin Bonheur. Mais en dehors de cela, puisque ça fait plus d'10 dizaine d'années que vous exercez dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez posé concrètement comme acte? Alors, c'est planter des arbres. C'est planter des arbres. On a planté des arbres dans la forêt classée de Kassa, dans la forêt classée de Yapoabé. Alors, vous allez me dire pourquoi ce sont les forêts classées que nous choisissons. D'abord parce qu'au niveau du foncier, c'est très difficile d'avoir un espace dans le milieu rural. Parce que si vous partez faire un reboisement dans le milieu rural, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, vous revenez, il y a un conflit foncier. Alors que dans les forêts classées qui sont gérées par l'assaut des forêts, vous êtes sûr que si vous faites votre reboisement, vous revenez 10, 15 ans après, votre reboisement, il est présent. Donc, ça fait plaisir de retourner 5 ans après dans une localité, de voir les arbres que vous avez plantés qui grandissent. On a par exemple fait des reboisements dans la forêt classée d'Anguédédou, juste à côté ici. Il y a pas mal de forêts dans lesquelles nous faisons des reboisements. Et puis, il y a également un agro-industriel également qui nous a invités à plusieurs reprises à planter des arbres dans une réserve écologique qu'il a créée. Donc, c'est pour dire que nous, concrètement, on plante des arbres. Vous me demandez ce que je fais, je plante des arbres. Si j'ai une occasion, aujourd'hui je suis venu, il faut que je vous donne un arbre pour que vous plantiez. Et si les 26 millions d'habitants que nous sommes en Côte d'Ivoire, chacun plante un arbre à chaque occasion, anniversaire, baptême, rendez-vous galant, tout ce que vous pouvez imaginer,
on va préserver la forêt. Est-ce que vous êtes sûr qu'à cette allure-là, on pourra s'en sortir? Oui. Si à toutes ces occasions, à tous ces mariages, ces baptêmes, ces rendez-vous, on plante des arbres. Et les arbres, on les plante où exactement? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour ne pas encore gêner l'environnement dont on parle? Oui, c'est ce que je dis. Pour planter les arbres, il faut trouver d'abord l'espace. Et aujourd'hui, là où vous pouvez trouver des espaces facilement, c'est dans les forêts classées. Parce qu'il y a deux types de forêts protégées. Il y a les forêts classées, il y a les parcs et réserves. Dans les forêts classées, il y a ce qu'on appelle les droits d'usage. Donc, il est autorisé que vous partiez prélever, par exemple, des plantes médicinales, couper des arbres, même pour des industriels. C'est prévu. Mais dans les parcs et réserves, c'est strictement interdit. C'est dédié à la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources forestières. Donc, si vous partez dans les forêts classées qui sont gérées par l'assaut des forêts, vous êtes sûr que vous avez un espace où vous pouvez planter un arbre. Je prends le cas de ceux qui sont à Abidjan. C'est simple. Allez-y dans la forêt classée dans Guédédou. C'est pas loin. Laissez-moi poser une question au public. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà fait un tour dans une forêt classée? Qui a déjà fait un tour dans une forêt classée? Ici, personne. Là, personne non plus. Ben, je ne vous en veux pas. Et par ici? Personne. Alors, je pense que le problème, on doit le prendre à la racine. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que tout le monde ait accès aux forêts classées? Déjà, c'est comme l'affiche le présente, une campagne que nous... Le sage, vous pouvez vous exprimer. Voilà, on peut par exemple faire des visites systématiques au niveau des établissements scolaires. On peut de temps en temps faire sortir les enfants pour aller visiter ces lieux-là. Mais il faudrait que ce soit également inclus dans le programme scolaire aussi, parce que c'est ça. Et nous, aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est ça. Il faut vraiment qu'on intègre la question de la protection de l'environnement, déjà à bas âge, avec les enfants, que ce soit préscolaire, scolaire, même jusqu'à l'université. Parce que si déjà à la base, vous n'êtes pas sensibilisé, vous n'êtes pas motivé, c'est difficile pour vous après de comprendre la nécessité de protéger l'environnement. Maintenant, les chefs d'établissement peuvent créer des programmes pour dire, bon, on aimerait venir aux zoos, on aimerait venir, mais aussi aller dans des forêts classées. Et pour cela, je pense que l'assaut des forêts est très ouverte sur la question. Mais pourquoi je parle vraiment des forêts classées? Parce que c'est important, le foncier, en matière de foresterie, le foncier est un élément très important. Si vous ne sécurisez pas votre foncier, vous allez faire un reboisement de 10 hectares, c'est fini. Moi, je me rappelle, j'ai fait une visite avec monsieur le ministre Alain Donvailly dans la forêt classée de Téné. Nous sommes allés, il y avait une parcelle, je crois, de 2-3 hectares, dans laquelle il y avait un reboisement qui avait été organisé par un particulier. Mais le monsieur, à un moment donné, il est venu la couper tous les arbres sur pied et puis il a mis de la banane. Mais pourquoi? Parce que c'est sa plantation. Donc, il en fait ce qu'il veut. Mais si c'était dans une forêt classée, on n'allait pas avoir ce phénomène-là. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est de communiquer pour montrer que les forêts existent. Et pour cela, on organise des activités. La dernière en date, c'est à Yapo Abe, juste à 30 km à Azagui. On a organisé une randonnée verte. C'était formidable. Les gens sont arrivés, des élèves commissaires, des industriels du bois. Et toutes ces personnes sont arrivées. Et là, nous sommes à Dimokro avec une autre ONG de femmes, donc qu'on appelle Malébi, qui faisait du reboisement. Nous les accompagnons pour montrer qu'à tout âge, on peut planter un arbre. À tout moment, on peut planter un arbre. Et là, cet arbre a été planté donc, dans la forêt classée d'Aouya. C'est donc dans la région du Nzi, à Dimokro précisément. Brice Delagnon, on reviendra à vous. Merci beaucoup, public. Merci de vous rasseoir. Nous allons tout de suite partir pour cette question qui va être le témoignage de la générosité donc, de l'équipe de C'est Midi et de la RTI. Eh bien, je pense que la question, ça sera pour dans quelques instants parce que du côté de la régie, ils ne sont pas prêts. Alors, j'aimerais bien revenir sur un fait. Aujourd'hui, face à toutes ces menaces donc, de notre faune, vous nous avez parlé de toutes ces actions que vous menez sur le terrain, mais avez-vous le sentiment, avez-vous l'impression d'être compris? Alors, je pense que c'est peut-être aux autres de me dire s'ils comprennent le message ou pas. Mais nous, de notre côté, pour répondre à la question très précisément, le message, il passe. Parce qu'on a des canaux. Aujourd'hui, nous produisons nous-mêmes nos propres émissions. Nous documentons tout. Il y a Internet. Le message, il est diffusé. D'accord. Les gens, ils ont accès au message. Maintenant, est-ce qu'ils passent à l'acte? Et c'est là que nous travaillons maintenant. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens à planter des arbres, à protéger la forêt, la faune, comme tous ces jeunes qui sont là. Bon, la plupart n'est jamais allé donc, dans une forêt classée. Mais beaucoup ont entendu parler de la protection de l'environnement, de la protection de la forêt. Donc aujourd'hui, c'est de penser maintenant comment nous pouvons amener ces jeunes-là. Et nous, aujourd'hui, cette passion que nous avons, qui est devenue notre métier... Est-ce qu'il y a des études sociologiques quand même qui sont menées pour savoir pourquoi est-ce que le message n'est pas appliqué?
Alors, nous, particulièrement, on n'a pas mené de message dans ce sens-là, mais on a, par exemple, eu un projet pour renforcer les capacités des acteurs des médias sur la gouvernance forestière, qui a été financé donc, par l'Union européenne. Et ça nous a permis, d'abord, de donner les rudiments aux journalistes pour écrire, pour produire du contenu. Et ça, par exemple, c'est un élément pour nous qui est important. Maintenant, pour la population elle-même, il faut dire que les choses se jouent à deux niveaux. Premièrement, il y a la question de la répression. Donc, il y a la loi qui est là. Donc, la loi vous dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et puis, il y a les cultures, il y a la coutume, je voulais dire. Donc, si vous prenez le cas des forêts, quand on vous dit c'est une forêt sacrée, elle est protégée systématiquement. Mais quand on vous dit c'est une forêt classée, qui est protégée par la loi, les gens y rentrent dedans. Donc, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu aux habitudes ancestrales pour voir comment amener les gens à respecter la protection de l'environnement? C'est pareil pour les animaux. Quand vous dites que tel animal n'est pas consommé, mais on ne consomme pas cet animal. Mais quand vous dites la tortue olivrate, par exemple... Mais généralement, les gens ne sont pas informés. Oui, mais... Les gens ne sont pas informés. Il y a une liste d'animaux protégés, mais où trouve-t-on cette liste-là? Il faut forcément se rendre à la SODEFOR ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, en ce moment où je vous parle, nous avons déposé un courrier à monsieur le ministre des Eaux et Forêts pour lui demander de nous recevoir, pour qu'on lui présente un projet de sensibilisation sur le respect des espèces protégées, notamment à Abidjan, où beaucoup de maquis ont commencé à voir le jour, où on appelle les zoos. Donc, vous partez, vous pouvez manger tout, des pangolins, tout ce qui est espèces protégées et non protégées. Mais là, ça fait partie, justement, ça fait partie de notre culture culinaire. Oui, par exemple, la tortue olivrate, par exemple, qui est une tortue marine, elle est protégée. Il y a par exemple le pangolin que les gens aiment, qui est protégé. Et moi, pour exemple, il y a juste quelques mois, je revenais d'une mission et j'ai racheté un pangolin en cours de route. Mais c'est vrai, les gens, ils ne savent peut-être pas, ils ne connaissent pas la liste. Mais je veux dire, à un moment donné aussi, il faut se dire, je mange, est-ce que je dois manger? Ce n'est pas parce que c'est doux qu'on doit manger. Mais non, nous, on a aussi cette responsabilité de sensibiliser. Mais en même temps... Mais la question que je vous pose tout de suite, pourquoi ne pas manger ces animaux-là? Mais parce que ce sont des animaux qui sont menacés d'extinction. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple le rhinocéros blanc qui n'existe plus, qu'on ne va plus jamais voir parce que le dernier rhinocéros blanc est mort il y a juste quelques mois. Donc, on protège ces animaux pour la postérité. Vous avez eu la chance de voir un pangolin, mais... donnez aussi la chance à vos enfants, vos petits-enfants de voir le pangolin. Parce que le fait qu'on ait une Mais le monsieur, il va te dire, par exemple, moi, est-ce que c'est moi un seul pangolin là, qui a fait que tous les autres pangolins vont disparaître? Mais le souci, c'est que quand vous mangez un pangolin, moi, je mange un pangolin. Moi, je ne mange pas. Non. Moi, je ne mange pas même. On passe à l'échelle. Et donc, si on ne protège pas ces animaux, ça va être très difficile. Et pour cette histoire de tortue, donc, qui est en justice? Alors, le souci, c'est que peut-être le monsieur ne savait pas que la tortue est protégée. C'est juste un ami animal qui a posté sur sa page Facebook une tortue, donc il a filmé la tortue et des amis m'ont tagué là-dessus pour venir voir. Et donc, dès que j'ai vu la tortue, j'ai su que c'était une tortue marine. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Donc, je suis en contact avec lui. Il m'a dit que le monsieur vendait la tortue à la Riviera 2. Donc, il ne sait pas. Donc là, il faut revenir sur les lieux. On est allé, on a pu rencontrer le monsieur. Et nous, comme nous n'avons pas donc, la capacité d'être répressifs, on a d'abord négocié. J'ai dit au monsieur que moi, je veux la tortue. Il me dit que c'est 350 000. Je lui ai dit non. D'abord, c'est une espèce protégée. Moi, je suis d'une ONG de protection de l'environnement. Libère la tortue et puis on s'arrange. Maintenant, si tu veux, moi, je suis dans 50 000. Il a refusé. Donc, comme je suis en contact avec la direction de la faune, j'ai appelé la directrice qui m'a fait venir des éléments. Et puis, voilà, on a pris le monsieur, on a récupéré la tortue, on l'a déposée donc aux zoos en attendant donc de la transférer au niveau de la mer. Maintenant, l'affaire suit son cours au niveau de la justice. Pour dire que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, il faut le dire. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment est-ce que lui, il a fait pour avoir la tortue? Et voilà, et je pense que c'est ce que la justice va s'atteler à faire parce qu'on ne peut pas transporter... D'abord, c'était 2 tortues, donc ils nous ont dit qu'ils ont tué une pour manger. On ne peut pas transporter 2 tortues d'au moins 50 à 80 kilos de Bassam jusqu'à Abidjan à la Riviera 2 et que ça soit un élément... Un événement anodin. Non, ce n'est pas possible. Il y a certainement un réseau derrière, des gens qui font ce trafic, etc. Donc, pour dire quoi? Pour revenir à votre question, si vous ne connaissez pas la liste, ben, abstenez-vous. Parce que devant le juge, vous allez dire, mais je ne savais pas. Il va vous dire, mais vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Parce que quand on vote une loi à l'Assemblée, la loi elle est promulguée. Donc, tout le monde est censé savoir ce qui existe.
Maintenant, si vous ne le faites pas, ben, c'est à vos risques et périls. Mais nous avons pris cette préoccupation à bras le corps parce qu'effectivement, il faut d'abord sensibiliser avant de réprimer. Ça, donner les formations, voilà, sensibiliser et ensuite on passe à la phase de la répression. Voilà, et donc, mais ça aussi, ça coûte un peu cher aussi parce que nous, les ONG en Côte d'Ivoire, on n'est pas subventionnés. Donc souvent, on est obligé de travailler ailleurs pour venir financer. Donc les gens, ils pensent qu'on a toujours l'argent qui vient de l'extérieur. Non, ce n'est pas à tout moment parce que des bailleurs ne vont pas financer encore la sensibilisation sur le respect des espèces protégées. Non. Est-ce que votre champ d'action se limite à la Côte d'Ivoire ou il s'étend sur d'autres pays? Ah non, oui, moi je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient. Je voyage beaucoup pour partager donc mes expériences, mais aussi pour me former, pour former d'autres, mais également pour aller proposer aussi des services. Parce qu'en base de mon ONG, j'ai une agence de conseil en environnement. Donc, c'est pas moi, je ne suis pas payé à l'ONG, mais mon agence me paye, je suis salarié. Et donc, ça me permet de découvrir d'autres personnes. Et puis, on participe beaucoup à des rencontres internationales. Donc, notamment les COP, qui est la rencontre mondiale, vraiment la plus grande rencontre au niveau de l'environnement, où on rencontre tous les partenaires, tous les acteurs engagés dans la protection de l'environnement. Et ce sont aussi des opportunités pour nous, pour rencontrer d'autres partenaires, pour partager nos expériences. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la situation... On doit en désespérer ou espérer? Non, il ne faut jamais désespérer. Sur la question de l'environnement, ce n'est pas possible. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous laissez l'environnement, vous lui donnez du temps, l'environnement se régénère seul. Si vous prenez une forêt qui est dégradée, si vous laissez cette forêt-là, vous revenez dans 2-3 ans, vous allez voir que la forêt va commencer à se reconstituer. Ça, c'est ce qui est intéressant. Maintenant, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de consultations. Moi, je vous le dis, il n'y a pas assez de consultations. Il n'y a pas assez de consultations. Et cela fait que quand des décisions sont prises, le gouvernement est obligé de faire machine arrière. Parce qu'à la base, il n'y a pas de consultation. Et ça, c'est quelque chose qui doit désormais s'intégrer dans les prises de décision. Maintenant, nous, en tant que ONG, notre rôle aussi, ce n'est pas de toujours dénoncer. Il faut aussi qu'on mène des actions concrètes sur le terrain. Ça, c'est clair. Voilà. Et ça, nous demandons aussi à des gens qui sont passionnés par l'environnement, qui sont intéressés par ces questions-là, de se joindre à nous aussi. Pour qu'ensemble, on mutualise les efforts pour permettre aux gens de ne pas toujours se faire prendre. Monsieur Brice Delano, beaucoup de belles choses en tout cas à dire en ce qui concerne l'environnement. En tout cas, nous avons besoin de l'environnement pour nos besoins vitaux et primordiaux. On ne cessera jamais de le dire. Eh bien, cette fois-ci, nous allons passer la parole aux sages.